Esprit, es-tu là? Nous allons te poser, esprit, la question rituelle. Peux-tu descendre parmi nous? Que ça soit en frappant un coup pour dire oui ou en frappant 2 coups pour dire non, peux-tu te manifester? Depuis la nuit des temps et dans de nombreuses cultures, la croyance en l'au-delà existe et la possibilité d'entrer en contact avec les morts n'est jamais très loin. Mais les tables qui tournent, les coups frappés, les guéridons qui parlent, les ardoises qui répondent et autres manifestations spirites du même genre datent d'un temps bien plus proche du nôtre. Le spiritisme moderne voit le jour en 1848 aux États-Unis. Il fera trembler, douter, espérer de nombreux adeptes occasionnels ou réguliers. Il prendra des allures de doctrine aussi pour certains. Le spiritisme sera épié, étudié, mis en doute, décortiqué, démasqué parfois. Ils seront nombreux à traquer ces supercheries, les faux médiums et le cortège de faux espoirs que véhiculent certains en échange, évidemment, de beaucoup d'argent. D'illustres scientifiques comme le chimiste Michel-Eugène Chevreul et des intellectuels comme Charles Dickens par exemple se pencheront de près sur la question. Il sera aussi remis en cause et combattu par de nombreux magiciens et illusionnistes, de Robert Houdin à Gérard Majax, en passant par Harry Houdini, qui consacra une partie de sa vie à démonter les mécanismes frauduleux des médiums, tout en ayant une farouche envie de croire à cette possibilité de dialoguer avec les êtres chers qui nous ont quittés. Mais toutes les questions ne trouveront pas réponse et aujourd'hui encore, certains phénomènes restent inexpliqués. Et la sincérité des médiums et adeptes n'est pas toujours à mettre en doute d'ailleurs. Beaucoup de personnalités ont adhéré à la possibilité de communiquer avec les esprits, comme l'auteur de Notre-Dame de Paris, Victor Hugo, le père de Sherlock Holmes, Conan Doyle ou encore l'astronome Camille Flammarion. Pour nous conter l'histoire du spiritisme, Christian Schellmann, conservateur du Surnateum, musée d'histoire surnaturelle à Bruxelles. Et cette histoire commence aux États-Unis. Alors, le spiritisme est né en 1848 dans le quartier des cendres de Hydesville, dans l'État de New York. Ce sont 2 gamines, les sœurs Fox, dont les parents sont allés s'installer dans cet endroit, qui est un milieu de Quaker au départ. Et eux ne le sont pas. Et donc relativement superstitieux. Et un jour qu'elles s'ennuient, il y a une des 2 gamines qui dit « Maman, viens, on a des choses bizarres qui se passent. » Et elles se mettent à claquer dans leurs doigts. Et tout d'un coup, il y a 3 claquements qui répondent. Puis elle fait ça 2-3 fois. La mère, qui croit une supercherie, lui demande de claquer 10 fois dans les doigts. Elle le fait 10 fois. Il y a 10 réponses qui viennent. Et elle dit, on parle avec un monsieur qui s'appelle Monsieur Splitfoot. Et Splitfoot, c'est pied fourchu. Donc, ils sous-entendent qu'il s'agit du diable. C'est Kate Fox, je crois, qui est la première à parler. Le bruit se répand qu'il y a des esprits dans la maison. En fait, on racontait déjà, avant qu'elle s'installe, qu'il y avait un voyageur de commerce qui avait été assassiné et qui était enterré dans la maison. Et donc, elles sous-entendent que c'est lui qui parle. Et petit à petit, la rumeur se fait donc qu'il y a des esprits. Et elles ont une sœur plus âgée. Et la sœur voit le très très grand potentiel financier que ça rapporte et elle va lancer vraiment ses sœurs dans le business. Donc la sœur la plus âgée s'appelle Léa Fox, Léa Fish Fox, et elle va littéralement rentabiliser ses sœurs au maximum et lancer donc par là le mouvement spirit. Les 3 sœurs Fox vont donc faire parler d'elles dans un premier temps dans leur quartier. Mais le phénomène va vite prendre de l'ampleur et la demande d'assister à leurs séances se fait de plus en plus pressante. Les séances publiques se multiplient et les médiums capables d'entrer en contact avec les esprits vont petit à petit se révéler comme par magie et proposer leurs services. Léa Fish Fox va faire une promotion extraordinaire. Et puis comme il y aura une grande demande de gens qui veulent parler avec les défunts, eh bien il va y avoir beaucoup de gens qui vont tenter de répondre à cette question.
Et alors, on va tomber sur deux types d'individus, ceux qui y croient sincèrement et qui, pourquoi pas, ont la capacité de discuter avec les esprits, ce qui n'est pas nécessairement obligatoirement un trucage. Et puis, il y a ceux qui veulent faire du pognon avec et qui doivent montrer qu'ils sont plus forts que les autres. Et donc, eux vont commencer à trouver des mécanismes et des méthodes truquées pour discuter avec les esprits. Et puis, il y aura une troisième catégorie qui est tout aussi intéressante, qui sont les illusionnistes décidant de vérifier s'il y a vraiment moyen de communiquer avec les esprits ou bien est-ce une supercherie. Et en général, les illusionnistes inventent des systèmes. Donc, ne découvrent pas réellement ce que les gens font, mais pour faire des conférences et faire de nouveau du pognon avec ça, vont inventer des méthodes littéralement. Au départ, il semble évident qu'il faut un médium pour discuter avec les esprits. Néanmoins, un médium ne se trouve pas facilement, même s'il y en a de plus en plus. Il coûte cher. Et les gens n'ont pas toujours les moyens de les payer. Donc, ils se demandent s'il n'y a pas moyen de communiquer eux-mêmes avec les esprits. Donc, les premiers objets, ce sont des objets, des chapeaux, des chaises, des tables sur lesquelles on pose les doigts et qui se mettent à bouger lorsqu'on pose des questions. Et donc, les gens remplacent le médium physique humain par un médium objet. Il ne faut pas oublier aussi qu'il y a quand même pas mal de guerres. On a la guerre de sécession. Donc énormément de morts, donc énormément de gens qui veulent communiquer avec les esprits. Puis on a, ça va de la guerre des bourgs en passant par la Première Guerre mondiale, la Seconde Guerre mondiale, toutes les guerres continues auxquelles on assiste. Et donc à chaque fois, on a un renouveau du spiritisme après une guerre, puisqu'il y a tentative de communiquer avec le défunt. Vous y croyez ? Vous y croyez un peu, l'esprit frotteur ? Oui. Je suis très sceptique, mais je suis obligé d'y croire. Pourquoi vous y croyez ? Parce qu'il y a été beaucoup de messieurs et que ce n'est pas des bluffeurs. Voilà. Supercherie ou véritable possibilité d'entrer en contact avec les esprits des êtres chers, difficile de démêler le vrai du faux à l'époque dans ce phénomène de mode qui va croissant. François Montmirel, auteur, éditeur spécialiste de la magie et de Harry Houdini, raconte. Aux États-Unis, il y a eu plein de morts et les gens étaient tellement marqués par tous ces jeunes qui étaient morts à la guerre que s'ils pouvaient encore communiquer avec eux, ça aurait un peu pansé leur plaie. Et donc, il s'est développé tout un mouvement de médiums dont la plupart étaient des médiums tricheurs, hein. Disons-le carrément. Ouais, ils utilisaient en fait des trucs de magiciens pour faire croire qu'ils communiquaient avec les morts. Ce qui d'ailleurs, après coup, mais c'est un autre débat, pouvait peut-être avoir un effet positif quand même. Hein, comme aurait pu avoir un effet positif, je sais pas, une rencontre avec un psychologue ou autre chose. Esprit, es-tu là ? Frappe un coup pour oui et deux coups pour non. Esprit, frappe un coup pour oui, es-tu là ? Deux coups pour non. Un coup pour oui et deux coups pour non. Esprit, es-tu là ? Les sœurs Fox se produisent partout à l'initiative de leur aîné et visiblement les esprits les accompagnent puisqu'ils répondent quel que soit l'endroit où elles initient le contact. Le fameux « Esprit, frappe un coup pour oui, deux coups pour non ». On le doit à ces deux jeunes filles, très jeunes même, puisqu'il faut rappeler qu'en 1848, lors des premières manifestations, Kate Fox est âgée de 10 ans et sa sœur Margaret en a 12 à peine. Léa, l'aînée, qui va rentabiliser le talent de ses sœurs, a déjà 34 ans. Kate et Margaret vont longtemps faire parler les esprits et en retirer des bénéfices conséquents. On reviendra à leur histoire un peu plus tard et on n'est pas au bout des surprises qui y sont liées. Mais en attendant, le spiritisme prend le large, traverse l'Atlantique et arrive dans les salons européens en 1852.
Une immersion donc dans le monde du spiritisme avec cette fameuse histoire des sœurs Fox sur laquelle vous avez promis de revenir. Oui, ce sera dans les prochains jours parce qu'il y a encore beaucoup de choses à dire concernant les sœurs Fox. Elles vont faire d'importantes révélations des années plus tard. Je vous en parlerai dans la suite. Un petit peu de suspense, hein, Laurent, pour vous faire revenir. Mais avant ça, on va franchir l'Atlantique où la mode se répand très vite. On va voir dans les prochains épisodes comment le spiritisme va évoluer et quels objets vont être utilisés aussi pour entrer en communication avec l'au-delà. On verra aussi comment il deviendra une doctrine, mais aujourd'hui on va se pencher sur le spiritisme spectacle, plutôt, qui va aussi connaître son heure de gloire à partir du milieu des années 1850. Et après les sœurs Fox, ce sont deux frères, les frères Davenport, qui font parler d'eux. On retrouve Christian Schellman, conservateur du Surnateum. Ce mouvement va passer la frontière et venir en Europe dans l'hiver 1852-1853, où des spirites vont débarquer en France, ils vont débarquer en Allemagne, vont débarquer en Angleterre et lancer la mode. Alors ce qui est assez amusant, c'est que si le spiritisme américain est très populaire, je veux dire dans les couches sociales moyennes, le spiritisme à l'européenne sera plutôt réservé aux couches de nobles, dans les salons bourgeois plutôt. Dans les salons bourgeois. Et au départ, c'est un divertissement. Je veux dire, on s'amuse à appeler les esprits en soirée. Parmi ces divertissements de salon, il est essentiel de faire une parenthèse pour évoquer les frères Davenport. Ira et William Davenport, deux magiciens ou spirites américains, on ne sait pas très bien, qui se produisent en Europe vers le milieu des années 1860 avec leur impressionnante armoire. François Montmirel, auteur, éditeur spécialiste de la magie et spécialiste de Harry Houdini, raconte. Et ça, c'est vraiment le plus grand show de spiritisme, hein, celui des Davenport, qui ait jamais existé. C'était deux frères qui, en fait, mettaient en scène une séance de spiritisme. Et leur séance de spiritisme se faisait dans une armoire. Alors, on appelle ça une armoire, on appellerait plutôt ça un cabinet, hein, c'est-à-dire, oui, ça ressemble à un meuble dans lequel il y a deux sièges. Ils s'assoient sur les sièges, ils se font ligoter. À leurs pieds, il y a un violon, un tambourin, une clochette, un tambour, enfin des choses différentes qui font du bruit. Alors, ils se font ligoter, donc ils peuvent vraiment plus bouger, hein. On ferme l'armoire, et à peine l'armoire fermée, on entend la musique, les tambourins sautent au-dessus, parce que c'est un meuble qui n'avait pas de plafond. Voilà, bon, et puis quelques minutes après, donc évidemment tout le monde est atterré. Et quelques minutes après, on rouvre et ils sont toujours ligotés, ils n'ont pas bougé. Alors en plus, ils sont dans une espèce de transe. Ils font partie des premiers à diffuser des numéros, je vais dire de musical entre parenthèses, basés sur le spiritisme. Jamais ils ne diront ouvertement qu'il s'agit vraiment de communication avec les esprits, et jamais ils ne diront non plus qu'il s'agit de trucage. Le principe, c'est que ces deux frères s'installent dans une armoire, se font attacher avec près d'eux divers instruments de musique et autre chose. Quand on ferme l'armoire et qu'ils appellent les esprits, les instruments de musique se mettent à fonctionner, il y a des choses qui volent dans l'armoire, et quand on ouvre, ils sont toujours attachés. Ils vont donc aussi mettre en scène les premiers numéros d'évasion, quelque part, puisqu'ils sont capables de se détacher ou de se réattacher à volonté. Oui, ils ne vont pas être très crédibles, si j'ai bien compris non plus. Ça ne va pas très bien se passer quand ils vont débarquer à Paris ? C'est-à-dire que régulièrement, on leur démolit leur armoire, ils peuvent en reconstruire une autre. Mais en même temps, à aucun moment donné, ils n'ont fait autre chose qu'un numéro de musical. Donc ce n'est pas justifié d'avoir démoli leur armoire. Ils amènent ça vraiment comme un numéro de musical ? Ils amènent ça sans jamais clairement expliquer qu'il s'agit d'un numéro de musical ou qu'il s'agit d'une véritable expérience spirit. Donc ils ne feront pas de fausses affirmations, ce que feront d'autres pseudo-médiums par la suite. Comme pour l'ensemble des phénomènes spirites de l'époque, les opinions divergent quant à la véracité des séances des Davenport. Et si certains ne se disent pas dupes, d'autres posent un regard complètement différent sur tout ça. Évidemment, le fait de croire au préalable ou pas
à la possible manifestation des esprits a toute son importance. La fascinante armoire des frères Davenport a fait couler l'encre de bien des plumes, dont celle de Conan Doyle, auteur de Sherlock Holmes, mais aussi fervent adepte du spiritisme. Il consacre d'ailleurs un large extrait de son histoire du spiritisme aux Davenport. En voici quelques lignes. La séance commença alors par un examen des vêtements et de la personne des frères Davenport, et il fut certifié qu'aucun appareillage ni autre dispositif n'était dissimulé sur eux ni à proximité. Ils pénétrèrent dans le cabinet et s'assirent l'un en face de l'autre. Ensuite, le capitaine Inglefield, à l'aide d'une corde neuve éprouvée par nous, lia M. William Davenport pieds et poings, les mains derrière le dos, puis l'attacha solidement au siège sur lequel il se trouvait assis. De la même manière, Lord Bury s'assura de M. Ira Davenport. Les nœuds de ces liens furent ensuite fixés avec de la cire à cacheter et on apposa un sceau. On plaça une guitare, un violon, un tambourin, 2 cloches et une trompette en laiton sur le plancher du cabinet. On ferma ensuite les portes et on laissa dans la pièce suffisamment de lumière pour nous permettre de voir ce qui suivit. Je passerai sur le détail du tohu-bohu de son qui s'éleva dans le cabinet et de la violence avec laquelle les portes furent ouvertes à diverses reprises et les instruments expulsés. Les mains apparurent comme à l'ordinaire, à un orifice en forme de losange percé dans la porte centrale du cabinet. Les incidents suivants nous paraissaient particulièrement dignes d'attention. Tandis que Lord Bury se penchait à l'intérieur du cabinet, la porte étant ouverte et les 2 opérateurs étant vus liés et scellés, une main détachée fut clairement observée qui descendait sur lui. Et il recula, en notant qu'une main l'avait frappé. À nouveau, dans la pleine lumière des chandeliers à gaz et pendant un entracte dans la séance, les portes étant ouvertes, pendant qu'on examinait les liens des frères Davenport, une main et un poignet de femme très blanc et très fin frémirent dans l'air au-dessus de nous pendant quelques secondes. Cette apparition tira de toute l'assistance une exclamation générale. Un peu plus loin dans ce livre Histoire du spiritisme, Conan Doyle poursuit. À la fin de cette séance eut lieu une conversation générale au sujet de ce que nous avions vu et entendu. Lord Bury proposa que l'opinion générale semblait prévaloir, que nous devrions assurer les frères Davenport, après une épreuve très rigoureuse et un examen très strict de leurs opérations, les messieurs présents ne pouvaient parvenir qu'à une seule conclusion. Il n'y avait pas trace de trucage, et il n'y avait certainement ni compère ni machinerie, et que tous ceux qui avaient été les témoins de ces résultats déclareraient librement dans la société où ils vivaient, dans la mesure où leurs recherches les autorisaient à se former une opinion, que les phénomènes qui avaient eu lieu en leur présence n'étaient pas le produit d'un tour de passe-passe. Cette proposition fut promptement agréée par toutes les personnes présentes. Ils seront nombreux à décortiquer les phénomènes spirites et à chercher à débusquer les tricheurs. Il y aura des magiciens, des scientifiques réfractaires, mais aussi des adeptes convaincus. Christian Shellman, conservateur du Surnateum, nous explique. Les premiers, c'est le Ghost Club, donc en Angleterre, sous la direction de Charles Dickens, qui a quand même écrit A Christmas Ghost Story. Quand on réfléchit bien, ça va. Ça, c'est le Noël de Monsieur Scrooge. Oui, c'est ça, le Noël de Monsieur Scrooge. Et qui analyseront en groupe l'histoire des frères Davenport, qui ne démoliront pas leur armoire pour une fois et qui ne donneront jamais les résultats qu'ils ont obtenus. Donc on ne sait pas ce qu'ils ont eu comme résultat. Ça n'a jamais été publié, c'est jamais sorti. Il n'y a personne qui sait exactement ce qu'ils ont trouvé. Et puis Dickens meurt et le Ghost Club disparaît, plus ou moins, et sera remplacé petit à petit par la SPR, Society for Psychical Research. Mais ils en ont parlé quand même de ce qu'ils ont obtenu, même s'ils ne l'ont pas... Ils n'ont rien dit. Rien du tout. Non. Ils ont fait des expériences, on ne sait pas ce qu'ils se sont racontés entre eux, et puis ça s'est arrêté là.
Donc j'ai essayé de retrouver certaines traces, mais non, on ne le retrouve pas. Donc, Pourquoi selon vous? Je pense qu'ils ont eu une discussion totalement honnête avec les frères Davenport. Ils ont considéré qu'ils n'arnaquaient pas, ce qui est important, et que donc il n'y avait pas de raison de dévoiler éventuellement des systèmes qui étaient utilisés. Et que c'est resté, c'en est resté à ce niveau-là. Je pense que c'est ça. Je ne suis pas sûr, mais je pense ils ont fait un état des lieux en disant, OK, ça va, on sait ce